Cette semaine dans Info Hebdo, la résidence de Garaguine-Zakoyan à la Castine, les premiers préparatifs de Noël et tout de suite une fuite de gaz à Niederbronn. Donc ce lundi matin à Niederbronn, au parc central, une pelleteuse a malencontreusement arraché une canalisation de gaz, ce qui a occasionné pas mal de remue-ménage au centre de Niederbronn. Je suppose que l'alerte est provenue du contremaître du chantier qui a été répercuté à Strasbourg et Strasbourg a déclenché le centre de secours de Niederbronn. Les deux premiers moyens ont été le chef de garde ainsi qu'un VTU. C'est un véhicule tout usage. À notre arrivée, nous avons vu l'importance qu'avait pris la fuite de gaz et nous avons procédé immédiatement à un périmètre de sécurité et une demande de renfort. Oui, nous avons évacué entre autres quelques maisons et une école maternelle. Le bureau central aussi faisait partie de l'évacuation ainsi que la poste. C'était vraiment la protection des biens et des personnes. Oui, nous avons attendu GDF qui était là très rapidement et qui a barré le gaz et tout est rentré dans l'ordre dans les minutes qui ont suivi le barrage du gaz. La Castine accueille tout au long du mois Garaguine-Zakoyan en résidence. Ce documentariste arménien est invité par une association d'échange artistique européen, Apollonia. Райшофен меня пригласила Аполлония, чтобы ознакомиться с материалами завода Райшофена на предмет дальнейшего создания фильма документального о нем. Пока трудно что-нибудь сказать, но так в первом приближении, я думаю, это будет две параллельные судьбы в течение нескольких веков. Судьба рабочей семьи, судьба семьи хозяев завода. Параллельно будет проходить через всю нашу историю последних веков. Я думаю, для меня это так, по-моему, это и для всех остальных так. Любая работа, любая творческая работа, это прежде всего познание самого себя, познание мира вокруг себя. Вот это мой интерес, когда я приступаю к любой работе. Вы знаете, не существует этой прямой линии относительно, не существует на поверхности, но внутренняя связь всегда существует, потому что человек, который что-то создает, он себя проецирует в объект, который он снимает или о котором он пишет. То есть он свой взгляд, свою точку зрения на мир проявляет. Les fêtes de fin d'année approchent. Les premiers préparatifs commencent. Les communes de Niederbronn et Reichshofen installent leurs guirlandes électriques dans les rues. À Niederbronn, une vingtaine de guirlandes sont installées. Chaque décoration compte environ 250 ampoules. 1500 à 2000 ampoules sont changées chaque année. Le travail consiste à changer les ampoules, à regarder l'état des douilles, les fils électriques, s'il n'y a pas de court-circuit, s'il n'y a pas de l'isolation qui est détériorée, et à les monter avec la nacelle. C'est pratiquement tous les ans, c'est les mêmes guirlandes, mais ça fait 2-3 ans là qu'ils en rajoutent. Ces guirlandes s'allumeront début décembre, quelques heures, grâce à une horloge électronique. Une révision sera effectuée aux alentours du 22 décembre afin de vérifier que toutes les ampoules fonctionnent correctement à l'approche de Noël.
Deux portraits au sommaire de Mac 3V, Eric Roth, champion de tir, et Michel Roche, photographe amateur. La Fédération française de tir compte 130 000 licenciés et plus de 1500 clubs sur le territoire. C'est dans ce cadre que Dembar-Neuenhofen accueille une association de tir. Eric Roth fait partie de ce club. Il pratique le tir depuis 3 ans et a terminé 9e au dernier championnat de France. Il y avait des petits concours là, durant les fêtes, alors j'ai essayé et c'est venu comme ça en fait. Il y a plusieurs disciplines et moi j'en fais 3. Je fais du 10 mètres, là, comme là où on est. Là. Au 50 mètres, je fais du coucher ou match anglais et du 3 positions. Donc genou, debout, couché. Le 10 mètres, j'ai commencé l'année dernière. Alors je suis un peu meilleur au 50 mètres couché. Et 3 positions, j'ai commencé cette année aussi. Ça s'apprend en fait. C'est au fur et à mesure qu'on tire, ça vient tout seul. On devient plus calme, c'est comme ça. À part la carabine, il y a un pantalon, une veste, des chaussures. Pour le 50 mètres, il y a encore une sangle, un gant, des lunettes, une casquette. À 50 mètres, c'est une autre carabine qu'à 10 mètres. Parce qu'à 10 mètres, c'est une carabine à plomb. Et au 50 mètres, c'est des balles. Je m'installe au poste de tir. Comme dit avant, je fais toujours pareil. Je prépare mes plombs et mes cartons. Ouais, ça c'est pour quand on a des groupements qui sont décalés par rapport au centre de la cible, on peut jouer sur ça. Mais seulement quand on a des groupements, si on tire n'importe où sur la cible, ça sert à rien. On peut corriger en hauteur et de gauche à droite. Sinon il y a d'autres réglages, la hauteur, l'inclinaison, la hauteur du busque, ça c'est la plaque de couche. Ouais, c'est pour mesurer l'écartement des pieds. Parce que ça peut jouer sur la hauteur en cible. Ça correspond à peu près à la largeur des épaules. Il faut faire attention à bien être en face de la cible. Il est assez rigide en fait, pour moins bouger. Déjà au début, il faut un peu tasser les os. Parce que la colonne elle se tasse, alors ça descend un peu. C'est pour ça que je saute un peu comme ça. J'ai fait 9e au championnat de France FFT et 1er au championnat de France FSCF. S'il n'y avait pas de compétition, ça ne m'intéresserait pas trop. Vu que c'est un nouveau club ici, je m'entraîne tout seul, enfin, jusqu'à maintenant. Et sinon, il y a Florence Robin qui m'aide parce qu'elle vient maintenant pour entraîner à l'école de tir. Elle me donne des petits conseils. Moi, je préférais avoir un entraîneur, mais bon, il n'y en a pas. Là, j'ai commencé à faire quelques exercices. Avant, je faisais pas. Mais bon. Avant, je faisais que des matchs et c'est pas bon. Faire plutôt des exercices pour la stabilité. Le fait que tous les gestes deviennent un automatisme. Pour faire à tous les coups la même chose. Alors, poser ses affaires au même endroit, des trucs comme ça. Pour toujours avoir les mêmes repères. Pour penser qu'à ça, et il faut que je sais pas, ça soit toujours pareil.
Bonjour. Alors je vais vous expliquer un peu pourquoi j'aime la photo. La photo nature, disons, parce que pour moi c'est une source d'évasion. C'est clair que quand on est dans un gymnase avec des enfants toute la journée, pour moi c'est également un bon moment de ressourcement que d'aller faire un tour dans la nature. Et rien de tel que de le faire à pied ou en vélo. Et pourquoi ça? Parce que ceux qui s'intéressent aux oiseaux, s'ils y vont en voiture, en repéreront, j'allais dire, 9 fois moins que celui qui le fait à vélo, parce qu'on repère les oiseaux surtout au champ. Et se balader à vélo, on a les oreilles à l'air libre et on repère pas mal de choses et ensuite on peut les observer facilement. La photo pour moi c'est j'allais dire une bonne partie de mon temps de loisir. J'ai essayé d'y réfléchir parce que c'est vrai que si je veux expédier la question, je réponds souvent je suis tombé dedans petit et puis voilà, depuis j'en fais parce que c'est un plaisir. Mais je pense qu'il faut réfléchir un peu plus loin et on arrive parfois à des conclusions assez bizarres, j'allais dire. Et l'une d'entre elles, c'est notamment le refus de vieillir. Parce que la photo a ceci de magique, c'est qu'elle fige l'instant. Et surtout si c'est un instant qu'on a aimé, ou une ambiance qu'on a aimée, à ce moment-là, on peut y revenir assez régulièrement. Et en fin de compte, c'est ce qui m'a fait un peu dire que c'est le refus de vieillir. Je photographie surtout les paysages, la flore, donc tout ce qui est botanique et toute la faune, en passant des papillons aux grands mammifères. Donc c'est un domaine très très vaste. Et là, je dirais que depuis tout petit, je suis toujours intéressé par tout ce qui vit, qui vole, qui rampe, qui crie, qui chante dans la nature. Et la photo est un merveilleux moyen pour figer ces instants à nouveau. Je vais quand même vous raconter comment je suis arrivé à la photo. J'habitais un petit village de Lorraine, entouré d'étangs. Et j'avais l'habitude, avec le petit bateau que j'avais, d'aller me balader dans les roseaux, ne serait-ce que pour pêcher, ou alors avec des amis pour leur montrer un peu les différents endroits intéressants. Et un jour, après avoir rencontré le busard cendré, le butor et plein d'autres petites espèces, je me suis dit c'est dommage parce que le tourisme arrive avec les hors-bords, le ski nautique, le nautisme, la baignade, un tourisme de masse j'allais dire, et tout ça va être foutu en l'air carrément sans se rendre compte que les gens ne savaient pas qu'il y avait tout cela dans les roselières. Alors j'ai été voir à l'époque le responsable des ponts et chaussées qui s'occupait donc de tous ces étangs, en lui disant voilà, sur certains étangs il y a des choses vraiment intéressantes. Alors il me fait ah bon, c'est que des oiseaux? C'était dans les années 60-70, donc ça remonte à très longtemps. Des oiseaux, vous savez, hein, ça rapporte pas grand-chose. Et puis d'ailleurs, ce que vous dites, essayez d'abord de me ramener des preuves. Alors j'avais un petit boîtier, j'ai fait des photos qui étaient archi nulles. Et j'ai rencontré un copain du village d'à côté qui se dirigeait dans des études d'informatique et d'électronique qui m'a dit écoute, la photo ça m'intéresse, mais il faut qu'on fasse autrement. Il a regardé un peu mes clichés, il a dit ça va pas. Moi j'ai une idée, on va faire des pièges. Alors j'ai des pièges, on ne peut pas les piéger les oiseaux. Il me dit non, mais des pièges électroniques, c'est-à-dire on va mettre un boîtier et on va mettre un système de relais qui va déclencher automatiquement par infrarouge ou à distance chaque fois que l'oiseau passera à tel endroit. Alors j'ai trouvé l'idée géniale, quoi. Hein. Alors surtout dans les années 70, faire un système comme ça m'a semblé vraiment bien. Alors on a fait une petite cache dans les roseaux, on a installé notre système et là on a réussi à faire de très belles photos à distance. Donc on était à 50 mètres et on a fait comme ça des images. Et ces images, on les a rapportées à ce directeur des ponts et chaussées en lui montrant les clichés. Il était émerveillé. Il a dit effectivement là, il faudrait faire quelque chose. Alors il m'a dit qu'est-ce que vous avez encore repéré dans le coin? Alors je dis justement à proximité il y a 400 nids de hérons et il s'est avéré que c'était une des plus grandes colonies de France. 400 hérons sur des grands chênes et la zone a été bien sûr mise en réserve depuis. Alors je ne sais pas si j'y suis un peu pour quelque chose, mais j'ai quand même réussi à sensibiliser certaines personnes et
par le biais de la photo, à sauvegarder un peu notre nature sauvage, si on peut dire encore comme ça. Voilà. Alors le sac à dos est quelque chose de pratique, hein, surtout quand on se balade à vélo. Bien protéger son matériel évidemment. Et là c'est le matériel que j'utilise donc pour photographier tout ce qui est macro, c'est-à-dire une optique macro pour pouvoir se rapprocher beaucoup plus près, c'est-à-dire on choisit des plans entre 0 pratiquement et 10 cm. Un flash évidemment, un apport de lumière qui permet d'éclairer les sujets et surtout de figer les mouvements quand ils sont en vol. Et un grand angle, super grand angle, pour de temps en temps faire ce qu'on ne peut pas faire avec une autre optique. Et un petit zoom 80-200 qui permet de faire des oiseaux ou des mammifères si on a une opportunité. On l'utilise relativement rarement parce qu'effectivement à l'approche c'est difficile de faire de belles images. Elles sont beaucoup plus faciles à l'affût et attendre les sujets pour qu'ils viennent vers vous plutôt que l'inverse. Voilà, donc avec ce matériel sur le dos, c'est vraiment un confort et j'allais dire une occasion de faire une sortie intéressante dans la nature. Alors pour la photo, j'utilise différents boîtiers et notamment pour le paysage, ici en sous-bois, j'utilise pratiquement toujours du moyen format, c'est-à-dire du 4,5-6. C'est un appareil un peu plus grand que les objectifs normaux et on peut avoir beaucoup plus de détails. L'inconvénient, c'est qu'il faut toujours emmener son pied parce qu'il faut travailler l'image au niveau de la netteté maximum et donc utiliser un pied. Le pied est lourd, il faut le trimballer, c'est clair, mais c'est bigrement indispensable si on veut faire une belle image. Alors les différentes astuces pour prendre les oiseaux, c'est toutes des astuces pour les approcher très près. Les belles images, bien sûr, sont faites avec des télés, mais surtout avec une distance très courte. Je prends les oiseaux à pratiquement entre 2 et 3 mètres. Donc la technique et les astuces vont consister à se rapprocher le plus possible. Alors l'affût est une bonne technique parce qu'on ne bouge pas, c'est un inconvénient, c'est sûr, mais c'est les oiseaux qui vont s'approcher. Et pour les approcher, on utilise donc l'agrainage, donc on les nourrit avec de la graisse ou avec des graines. On leur met quelques branches et automatiquement, avant d'aller se nourrir ou après s'être nourris, ils vont se poser sur ces branches et c'est là qu'on peut facilement les photographier. Bien sûr, il faut rester caché, sans bouger, sans bruit et ainsi on fait de belles images. Alors on passe effectivement beaucoup de temps à les attendre souvent ou à attendre certaines espèces qui nous intéressent comme les rapaces ou certains pics. C'est sûr que c'est des oiseaux très méfiants qui prennent du temps à venir et quand il fait moins 10, moins 15, au bout de 3 heures, il faut trouver des moyens pour se réchauffer. C'est pas toujours évident, c'est clair. Alors ce qui est intéressant avec les images, une fois qu'elles sont faites et qu'elles sont bonnes et de qualité, c'est que ça permet de rencontrer des gens, de partager avec des passionnés également nos images, d'en discuter. Et si on continue toujours plus loin, à un certain moment, on est contacté par des organismes, que ce soit des maisons d'édition, voire des agences de photos, qui à ce moment-là les commercialisent. Et moi, ça a été le cas, ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant, qu'un certain nombre de mes images, il y en a, je sais pas, 2000, 3000 à peu près, qui sont donc dans une agence à Paris, et elles sont donc régulièrement prises pour être éditées dans des revues comme Terre Sauvage, Photo, Territoire de France, Forêt, Le Nouvel Observateur, L'Express. Un peu partout on retrouve donc ces images. Et c'est un plus pour le photographe parce que ça lui permet de retrouver quelques droits d'auteur. Pour en vivre, c'est difficile parce qu'il faudrait faire des images sur la planète.
un peu partout, alors que moi je suis trop spécialisé sur les Vosges du Nord, c'est-à-dire ici dans ma région, photographier les animaux et les fleurs et les paysages. Il faudrait le faire de l'Alaska au Japon, en passant par la Russie et l'Afrique du Sud, en passant par les différents parcs à gauche et à droite. Bien sûr, pour en vivre, il faudrait faire la planète entière. Mais bon, moi je me contente et je suis vraiment heureux et content de faire déjà ça localement. Voilà donc un peu pour moi ce qui m'intéresse de faire avant tout avec ces images. Sensibiliser, faire connaître la nature à mes concitoyens, à mes élèves, pour qu'eux-mêmes ensuite s'engagent pour elle.